Et ce soir, on mesure à quel point ils ont l'invention, malgré certains vents contraires, on a parlé tout à l'heure de certains reculs territoriaux, ils contre-attaquent de manière extrêmement ambitieuse, c'est la contre-attaque en matière de drones. Beaucoup d'articles sur ce nouveau drone tout à fait inédit dans sa puissance de feu. La Russie affirme que l'Ukraine a utilisé un nouveau drone à longue portée. Les forces militaires russes affirment que l'Ukraine a déployé un nouveau type de drone kamikaze lors de récentes attaques contre leur position. Les restes d'un de ces drones ont été présentés dans un rapport publié par les médias et ça rejoint, on va voir certains de ces débris. Ah là, vous avez montré beaucoup de vidéos ces dernières semaines où on voit des raffineries, des centres importants fournissant les militaires russes qui ont été détruites. Oui, ce sont des cibles stratégiques pour l'armée ukrainienne parce que aujourd'hui, si on ne peut pas avancer vraiment sur le champ de bataille, là où il y a la ligne zéro, comme on dit, les Ukrainiens ont trouvé une nouvelle approche et aussi en absence, bien évidemment, de cette décision de frapper les cibles à longue portée sur le territoire russe, les Ukrainiens ont développé les drones en disant nous-mêmes, on va y arriver. Et ces drones, ils vont à 1000, 1200, 1800 km pour détruire les lieux de stockage ou les lieux de raffinerie de pétrole des Russes, ce qui est le nerf de la guerre, parce que c'est ça qui leur rapporte déjà de l'argent d'un côté, et aussi c'est ça qui ravitaille l'armée qui après attaque les Ukrainiens sur leur terre. Donc aujourd'hui, oui, ça fait partie de ces développements stratégiques qui font peut-être que l'Ukraine, à un moment, va avoir la main sur la situation et elle pourra détruire encore plus de cibles et arriver à un moment où l'armée russe ne sera plus alimentée ni en munitions, ni aussi en carburant. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Ce drone Lord, les responsables, on parle de ce drone Lord qui aurait été développé. Il y a très peu de choses qui sont connues de ça. Je rappelle que le président Zelensky a toujours eu l'art des surprises. À chaque fois qu'on disait que l'Ukraine était à la baisse, ils ont réussi à faire du pont de Kerch. Après, il y a eu à chaque fois certaines Kursk, évidemment, l'offensive très audacieuse que personne ne prévoyait, ou presque à Kursk. Et maintenant, ce drone Lord qui ferait partie des surprises que l'Ukraine, dont on ne voyait pas venir. Alors en fait, sa particularité, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il utilise l'intelligence artificielle pour échapper au brouillage russe. Parce qu'un des grands problèmes avec les drones, c'est qu'ils sont brouillés et les Russes et les Ukrainiens dépensent un temps et un argent énorme pour étudier comment échapper au brouillage et comment brouiller l'adversaire. Et ce drone, il a une particularité. Alors, ne me demandez pas de l'expliquer, peut-être que des personnes plus techniques que moi pourront le faire, mais c'est que grâce à l'intelligence artificielle, il arrive à déjouer le brouillage des Russes, donc à atteindre sa cible. Il peut se passer de GPS. Il est guidé normalement par GPS, parce que c'est des drones à longue distance, donc ils ont besoin quand même d'un guidage GPS. Là, on voit l'image, on dirait les vacances dans le Doubs, mais c'est beaucoup plus... Non, il se passe quelque chose, là. Non, mais moi, ça me fait surtout penser, alors moi qui suis historien de la Première Guerre mondiale aussi, ça me fait penser au premier biplan, au premier coucou de la Première Guerre mondiale. Et ils font sensiblement le même boulot que tous les avions de la Première Guerre mondiale, à part qu'il n'y a pas de pilote à bord, c'est tout, et ce pilote est à terre. Mais ils font sensiblement la même chose. Donc oui, apparemment, c'est... alors après, quand vous n'avez plus de GPS, c'est comme les missiles Scalp ou Storm Shadow, en fait, vous avez une carte qui est à l'intérieur et il suit la carte, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est parce que comme on a travaillé dans cette émission, moi je vous livre mes connaissances qui sont vraiment récentes, mais d'après ce que j'ai compris, l'idée c'est que les Russes, ils ne peuvent pas mettre des dispositifs de brouillage partout. Donc ils en mettent autour de ce qui pourrait être des cibles importantes. Et donc le drone, il arrive à peu près, grâce au GPS, à aller jusqu'aux 300 derniers mètres. Et puis après, les brouillages se met en route. Et là, il était complètement perdu. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle est capable avec les yeux du drone, de dire, OK, s'il y a tel truc à tel endroit, c'est comme si... Compare avec la carte. Voilà, c'est ça. Si je vois que là, il y a une cheminée, que là, il y a une maison, que là, il y a un pipeline, c'est que je suis à tel endroit. Et donc, le drone est totalement autonome et peut se guider lui-même, malgré l'absence de GPS, pour aller jusqu'à la cible finale. Est-ce que cette bataille du ciel peut être vraiment décisive? Je rappelle le mot de Churchill sur les aviateurs au début de la guerre, disant jamais dans l'histoire de l'humanité tant de gens ont dû leur vie à si peu de combattants. Est-ce qu'on est là dans quelque chose d'aussi décisif? Oui, bien entendu. Et puis c'est aussi la création d'un état d'esprit, parce que c'est une aventure fascinante, une aventure scientifique fascinante, l'aventure de l'industrie des drones ukrainiens. Rendez-vous compte, il y a 120, 150 boîtes
de drones, qui créent des drones. Et en fait, l'excellence du Lord et d'autres, comme par exemple le Rebirth 3 de Sky-Eton, qui est aussi une excellente entreprise ukrainienne de drones, en fait, c'est la synergie entre la technologie, la très haute technologie américaine, l'investissement de très lourd en fait de fonds d'investissement américains, anglo-saxons, britanniques et américains depuis 2 ans déjà, notamment Alex Karp avec Palantir, etc. Ce sont des centaines de millions de dollars qui sont investis par les Américains et par les Anglais auprès de ces boîtes ukrainiennes qui sont toutes en fait dirigées par des ingénieurs en aéronautique qui sont en fait les héritiers d'Antonov, qui sont des types qui faisaient en fait des drones civils de reconnaissance. Par exemple, Stipura avec ses drones Rebirth, ils surveillaient les pipes et puis les incendies de forêt, etc. en Méditerranée. Et ces types-là sont passionnés en fait. Regardez ces images de combat. Vous introduisiez la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Ces combats dans le ciel où ce sont des batailles de drones, mais qui ressemblent de plus en plus à des combats de la Seconde Guerre mondiale, où tout se livre par drone, drone et anti-drone. Là, c'est un drone kamikaze qui va abattre le drone ennemi. Oui, mais avec les drones, on arrive à peu près à faire presque toutes les missions de l'aviation normale. Donc on peut faire des frappes, du renseignement, on peut faire de la chasse aérienne, etc. Bon, il n'y a que le transport lourd qu'on n'arrive pas à faire, donc les charges sont encore un peu limitées. C'est la seule limitation de ce type d'arme. Sinon, on arrive à faire tout, pratiquement. Et maintenant, ce qui se passe aussi, et notamment avec les derniers modèles, c'est qu'on peut les coordonner en essaim. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un individu qui a piloté un seul drone, mais on peut lancer des groupes de drones différents, leur donner des ordres et ils vont agir comme une escadrille et ils vont effectuer une mission et ils vont se débrouiller pour se coordonner. Et c'est vraiment dans cette guerre, les Ukrainiens, ils étaient très astucieux, ils sont toujours très astucieux et ils ont ouvert la voie parce qu'aujourd'hui l'Ukraine c'est le leader de production de drones, en fait d'innovation des drones, peut-être pas encore en quantité, mais en tout cas l'innovation c'est absolument fabuleux parce qu'ils adaptent, ils trouvent les nouvelles astuces, comme par exemple tout récemment on a appris que sans vraiment le crier sur tous les toits, ils ont produit en masse des drones lanceurs de filets. Lanceurs de filets, c'est-à-dire tout simplement un drone qui chasse un autre drone, les Mavic, surtout les petits drones d'origine chinoise, et ils lancent un filet et ça embrouille les hélices, merci, et finalement le drone tombe tout simplement, il explose. Vous voyez, on s'est dit quand on regarde, oui mais c'est simple, mais il faut l'inventer, il faut trouver, et quelque part les Ukrainiens confirment leur réputation parce que c'était le centre stratégique, le centre intellectuel de toute l'Union soviétique où étaient inventées, mises en service les armes, notamment les armes nucléaires. Et regardez là, ça va peut-être même vous réconcilier avec le chancelier Scholz. Il fait partie de vos... c'est pas vos copains, c'est pas votre copain a priori, mais regardez ces images. Chancelier Scholz, il est en campagne électorale et je crois que c'est la première fois depuis son fameux voyage avec Emmanuel Macron, il s'était dragué à l'époque, il s'était rendu à Kiev. Là, il y retourne en train, toujours en train. Il porte lui-même sa valise d'ailleurs. Ça, c'est la différence entre un chancelier allemand et beaucoup d'autres dirigeants dans le monde. Il descend du train avec sa petite valise, côté un peu luthérien. N'est-ce pas, Guillaume, vous qui êtes branché théologie, oui, protestant. Le port de la valise chez les luthériens n'est pas ma spécialité. Oui. Voilà, c'est les protestants. Nous autres protestants, voilà. Ça a fait beaucoup rire tout le monde avec cette valise parce que les Ukrainiens ont vraiment sorti beaucoup des mèmes très drôles en se demandant mais qu'est-ce qu'ils nous amènent dans cette valise. Un Taurus peut-être. On pensait à Taurus, on pensait à un bouton rouge aussi peut-être. Ils nous amènent l'arme nucléaire, ou ils nous amènent encore. Et après même à la conférence de presse, la question a été posée à chancelier Scholz, qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? Et il était un peu gêné en disant mes affaires, voilà, on n'a pas précisé quoi, mais finalement, et apparemment la discussion avec avec président Zelensky a duré plus de 2h30. Normalement, c'était prévu une trentaine de minutes, et il y avait dans cette valise qu'on a appris aussi par la force des choses une sorte d'un brouilleur spécial qui a permis de ne pas de brouiller tout ce qui est possible pour écouter cette conversation qui apparemment était assez intéressante parce qu'ils ont sorti tous les deux en très bonne humeur et le président Zelensky était souriant et même... Et alors, les Allemands ont des défauts, d'après Guillaume d'ailleurs, ils sont peut-être pas assez, ils sont pas assez catholiques romains, non, je plaisante, mais ils ont de l'argent. Alors ils ont encore beaucoup d'argent et là, l'argent pour aider en matière de drones, puis c'est un contrat très important, 4 000
drone. Très important. C'est une séquence très intéressante parce qu'on a un dossier qui a échappé à la France en matière de coopération sur les drones et qui est parti en Allemagne grâce à la réactivité d'un fonds d'investissement américain qui a trouvé immédiatement un partenaire industriel, un terrain pour construire donc un drone très performant et permettre une coopération allemande et ukrainienne sur le sujet. Et donc c'est pas une séquence feinte, ça, c'est pas de la communication. Mais de toute façon, ce qui est absolument extraordinaire quand on repense, là ça va bientôt faire 3 ans que nous parlons de drones sur ce plateau. Quand on a commencé à en parler début mars, je crois 2022, c'était quelque chose de complètement nouveau sur un terrain de guerre. Et aujourd'hui, en 2 ans et demi, j'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant de 10 ans en technologie. Et c'est absolument incroyable. Et c'est très triste à dire, mais la guerre est la mère des inventions. Et c'est comme l'industrie spatiale voilà, on a des casseroles en téflon parce que le téflon était étudié pour aider les fusées à ne pas brûler quand elles rentrent dans l'atmosphère. Je ne savais pas, le téflon aussi. Oui. Et l'armée ukrainienne, justement, c'est la seule armée dans le monde, je crois, qui a créé, les forces armées ukrainiennes ont créé une division armée de drones, c'est-à-dire il y a vraiment tout un corps d'armée qui va s'occuper et gérer exclusivement les combats de drones, aussi le développement, j'imagine, de drones, etc. Donc vraiment, ça a lancé plein d'initiatives, mais pour tout vous avouer, on aurait préféré éviter tout ça et vivre sans drones et même sans toutes ces inventions. Et les constructeurs travaillent directement avec les services de sécurité. La plupart du temps, même, ils sont opérationnels en interopérabilité avec les services de sécurité. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Oui. Donc, en fait, ils ne délèguent pas totalement la technologie et l'utilisation de la technologie à l'armée ukrainienne, mais ils participent aussi activement. Tu parlais tout à l'heure d'innovation, etc. Ce sont les ingénieurs qui fabriquent ces drones, qui imaginent les leurs, l'utilisation de 6 drones pour un drone qui va frapper en fait une cible, c'est-à-dire avec des sources de chaleur thermique beaucoup plus importantes avec les leurs, etc. Donc c'est une histoire vraiment passionnante.